Les trois soleils s'élevaient, dévoilant leurs halos au-dessus des forêts de cristal de Lumis Prime. La lumière mauve filtrait à travers les vitraux organiques de la grande salle du conseil, enveloppant chaque surface d'un éclat surnaturel. Près de la baie panoramique, l'ambassadrice Nera, haute et gracile, laissa ses bras effilés reposer contre la rampe translucide. Son visage floral, fragile et nerveux, était tendu par l'angoisse. Derrière elle, un froissement léger signala l'approche du conseiller Tam, dont les pétales argentés, fanés par l'âge, frémissaient à chaque pas. Sa voix, brisée par la fatigue et la peur, résonna doucement. Les rapports empirent. 3 autres colonies sont tombées aux mains des Vortans cette semaine. Nera se retourna lentement. Ses larges yeux luminescents reflétaient l'épouvante. Combien cela en fait-il? Tam consulta son datapad, ses doigts tremblants effleurant la surface vivante de l'appareil, tandis que de minuscules lueurs s'agitaient dans le cristal. 17 mondes en 2 mois, murmura-t-il. Ils prennent tout, les ressources, la technologie, parfois même les habitants. À travers la baie, la ville s'étendait, paisible et éclatante, les flèches cristallines capturant la lumière du matin. Loin de l'agitation, la beauté semblait éternelle, préservée du chaos qui gagnait du terrain. « Que disent nos alliés ?» demanda Nera, la voix basse, presque un souffle. Tam haussa les épaules, accablé. La République Théon a envoyé 2 vieux chasseurs. Le collectif de silicium nous a offert quelques drones. Les autres, ils ont trop peur pour intervenir. Une ombre passa sur le visage de Nera. Elle traversa la salle d'un pas rapide, passant devant le grand cercle du conseil, où les membres, figés d'inquiétude, échangeaient des regards muets. Elle s'arrêta devant la table centrale, où brillait une carte holographique de la galaxie. Des marqueurs rouges, menaçants, s'étendaient comme une épidémie vers Lumis Prime. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-elle d'une voix rauque. Tam hésita, cherchant les mots. Leur flotte a été repérée à Xerion hier. 7 jours, Nera, pas plus. Ses 4 bras frémirent, ses pétales frôlant sa poitrine en un geste d'impuissance. Un silence lourd tomba sur l'assemblée, brisé seulement par le chant lointain des oiseaux de cristal. Nera s'avança vers la console de communication, un joyau vivant dont la lumière pulsait au rythme de son cœur. Elle effleura la surface et l'appareil se mit à chanter, projetant sa voix à travers les étoiles. Autour d'elle, le conseil se rapprocha, formant un cercle solennel, chacun retenant son souffle. La voix de Nera, amplifiée, vibrait dans toute la salle, empreinte d'une espérance désespérée. Ici l'ambassadrice Nera du Conseil Kari. Nous envoyons cet appel à toute espèce capable d'apporter une aide militaire. L'Empire Vortan approche. Nous sommes pacifiques, sans armes, sans défense. Il nous reste 7 jours. S'il vous plaît, nous ne voulons pas mourir. Le message s'acheva dans un murmure, la tension la quittant brusquement. Nera s'effondra, épuisé, ses bras retombant mollement à ses côtés. Le conseil demeura figé, silencieux, le regard perdu vers la cité qui scintillait au dehors, vulnérable, magnifique et fragile. Dans ce silence, alors que l'écho du message se dissipait dans le matin pourpre, nul ne savait encore si une voix répondrait à leur appel. Mais déjà, l'ombre des Vortins s'étendait, inexorable. La nuit enveloppait la salle du conseil d'une lueur incertaine. Les murs de cristal pulsaient doucement, imitant les battements d'un cœur inquiet. Sur la grande table circulaire, des hologrammes dansaient. Flux de messages, symboles inconnus, promesses vides. Les réponses à l'appel de détresse étaient arrivées, une à une, impitoyables dans leur brièveté. Nera feuilletait nerveusement les transmissions, ses 4 mains tremblantes. La plupart étaient des refus polis, d'autres proposaient une aide dérisoire. Un vaisseau patrouilleur, quelques caisses de rations, rien qui puisse résister à la tempête qui approchait. Pourtant, au cœur de cette mosaïque d'indifférence, 2 chasseurs Théon avaient franchi l'atmosphère, leurs coques usées marquées de cicatrices anciennes.
Une flottille de drones du collectif de Silicium s'était posée, 50 machines minuscules, d'un blanc sale, déployées comme une maigre armée de jouets face à l'horreur. La tension était palpable, chaque conseiller piégé dans ses pensées, le regard fixé sur la table. Kell, le plus pragmatique du groupe, brisa le silence d'une voix rauque. Peut-être devrions-nous envisager la reddition. Un souffle glacé parcourut la salle. Les conseillers plus jeunes étouffèrent des exclamations de stupeur. Tam, dont la sagesse résonnait d'habitude comme un phare, consulta ses archives, le regard assombri. « Il viderait nos forêts de cristal, murmura-t-il, réduirait nos peuples en esclavage. Notre culture, nos chants, nos mémoires, tout serait effacé. » Un silence funèbre s'abattit. Au dehors, les tours lumineuses paraissaient fragiles, comme si elles pouvaient se briser au moindre souffle. Les jours passèrent, l'attente rongeant les âmes. La 5e journée s'éveilla dans la fièvre, la salle du conseil saturée d'une tension électrique. Les premiers éclaireurs Vortan furent repérés à l'orée du système, leurs silhouettes sombres transperçant le réseau de surveillance. L'angoisse se lisait sur chaque visage. L'espoir s'amenuisait à chaque battement. Soudain, un grésillement coupa le flux habituel des communications. Sur la console de transmission, une onde antique surgit, crépitante, incongrue. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. Une voix rocailleuse, déformée par la distance, emplit la salle, brisant la torpeur. Ici l'amiral Quint de la force de défense terrienne. La Terre envoie une flotte. Tenez vos positions et gardez espoir. L'aide arrive. Un silence de plomb. Les conseillers se redressèrent, surpris, hésitants. Nera chercha à décrypter le message, ses yeux brillants d'un espoir qu'elle n'osait nommer. « Terran, terre », souffla-t-elle. Tam, déjà penché sur ses bases de données, fit défiler les informations à une vitesse frénétique. Il secoua la tête, déconcerté. Aucun enregistrement de Terran ni de Terre. Le signal provient du secteur d'Orion, classé comme monde de la mort. Vera, la plus jeune du conseil, recula d'un pas, horrifiée. Monde de la mort? Tam expliqua à la voix basse, chaque mot pesant. Des planètes si hostiles que rien d'intelligent ne devrait y survivre. Tempête de radiation, faune prédatrice, atmosphère toxique. Même les Vortans évitent ces lieux. Kell, sceptique, fronça les sourcils. Ce doit être une sonde, une réponse automatique programmée par une ancienne civilisation. Rien de vivant ne pourrait survivre là-bas. Le conseil s'agita, partagé entre incrédulité et un désir brûlant de croire. Nera resta immobile, la voix de l'amiral résonnant encore dans sa mémoire. « Et si c'était réel ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. L'écho de sa question flotta dans la salle, suspendu comme une promesse impossible. Les regards se tournèrent vers elle, incertains, tiraillés entre la crainte du mensonge et la faim désespérée d'espoir. Personne ne répondit. Dans la nuit cristalline, alors que la lumière des étoiles filtrait à travers les murs vivants, l'étrange transmission semblait murmurer à l'oreille de chacun. Un souffle d'espoir, ou peut-être le prélude d'une illusion cruelle. Mais dans le silence, un changement subtil naquit dans l'air, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant la suite de ce qui avait commencé. La soirée s'étirait sur Lumis Prime, les derniers reflets dorés des soleils caressant les flèches de cristal. Un grondement sourd brisa la paix, vibrant dans les fondations mêmes de la cité. Au-dessus de l'horizon, des formes titanesques surgirent de l'hyperespace. La flotte Vortan, une nuée de 300 cuirassés au blindage noir, hérissés de canons, masquant les étoiles. Les réseaux de communication hurlèrent, saturés par une transmission brutale. Sur chaque écran, chaque surface réfléchissante, un visage y apparut. Commandé Vex, l'armure gravée de symboles cruels, les yeux aussi durs que l'acier, s'adressa à toute la planète. « Peuple de Lumis Prime », gronda-t-il, « rendez-vous, ou soyez annihilés. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Nera, droite devant la baie du conseil, observa les rues en contrebas. Malgré la menace suspendue, la vie persistait.
Des enfants couraient entre les arches de cristal. Des artistes façonnaient de nouvelles sculptures lumineuses. Des érudits débattaient, leur voix s'élevant dans l'air parfumé. Ce contraste déchirait son cœur, mais renforçait sa détermination. Elle posa la main sur le panneau de contrôle des défenses planétaires. Les cristaux vivants du réseau de boucliers frémirent à son contact. Elle savait que la barrière ne tiendrait pas contre la puissance Vortane. Mais chaque seconde gagnée comptait. « Il nous faut du temps », murmura-t-elle pour elle-même. « Du temps pour les miracles. » Au dehors, la lumière déclina. Les alarmes cristallines de la cité entonnèrent leur chant strident, avertissant la population. Les habitants se regroupèrent, certains cherchant refuge, d'autres refusant de détourner les yeux. L'aube du 7e jour se leva dans une atmosphère d'attente fiévreuse. Soudain, une voix automatisée, froide et mécanique s'éleva du système de surveillance. Vaisseau inconnu détecté à la lisière du système. Configuration inconnue. Nera sursauta, le cœur battant. Elle quitta la baie d'observation à grandes enjambées, rejoignant Tam et Vera déjà rassemblés devant la console principale du Conseil. Les hologrammes révélaient 12 signatures inédites, stationnées au bord du système stellaire. « Ils ne répondent pas au protocole standard », remarqua Vera, tapant frénétiquement sur la console. « Attendez, il y a un signal sur d'anciennes fréquences radio. » Un souffle d'anticipation parcourut la salle. La voix qui suivit, rugueuse et déterminée, résonna dans l'espace comme une promesse. « Conseil Kalari, ici le capitaine Reed du vaisseau de défense Terran Valkyrie. Nous sollicitons l'autorisation d'établir un lien de communication. » Un silence stupéfait s'abattit. Les membres du Conseil échangèrent des regards incrédules, entre peur et espoir. Tam ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Vera recula d'un pas, les yeux écarquillés. Nera s'avança, la voix tremblante, mais emplie d'une gratitude sincère. « Nous vous accordons la permission, capitaine Reed. Merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. » La voix du capitaine résonna à nouveau, empreinte d'une gravité maîtrisée. Reçu. Établissement du lien visuel dans 30 secondes. Petite mise en garde. Nous pourrions sembler différents. La transmission crépita, l'air vibrait d'une tension nouvelle. Sur les visages du Conseil, la peur se mêlait à une curiosité brûlante, et dans le regard de Nera, pour la première fois depuis des jours, brillait une lumière que même la menace Vortane n'avait pu éteindre. Le compte à rebours s'égrenait, chaque seconde lourde de sens. Et alors que les systèmes s'ajustaient, que l'image promettait d'apparaître, un souffle d'inconnu se répandit dans la salle. Derrière les murs de cristal, la destinée de Loomis Prime oscillait sur le fil du possible, suspendue à la rencontre qui allait changer leur histoire à jamais. L'image du Conseil vacilla. Puis la lumière cramoisie d'un pont métallique envahit la salle. Des lignes angulaires, du métal brut, des écrans tapissés de symboles inconnus. Sur la passerelle du Valkyrie, le capitaine Reed apparut. Grand, bipède, la peau pâle tendue sur des muscles puissants, le regard perçant et direct. Ses yeux, pourtant, contenaient une chaleur inattendue, une bienveillance qui contrastait avec son aspect de prédateur. Il s'inclina légèrement, la voix grave mais calme. « Ambassadrice Nera, nous comprenons la situation qui est la vôtre. Nous sommes ici pour vous aider. Mais je dois vous demander, quelles sont vos capacités défensives ?» Nera se sentit soudain exposée. Elle baissa les yeux, ses 4 bras se repliant instinctivement autour d'elle, comme pour la protéger d'une honte ancestrale. « Aucune. » répondit-elle, le souffle court. « Pas d'armes, pas de soldats. Nous ne combattons pas. » Un silence pesa. Les sourcils de Reed se haussèrent, la surprise sincère marquant ses traits. « Aucun militaire? Vraiment aucun? Mais alors, comment résolvez-vous les conflits ?» Tam, fidèle à sa sagesse tranquille, s'avança, ses pétales argentés vibrant sous la tension. « Nous négocions, » expliqua-t-il, la voix posée. « Nous sommes incapables de blesser autrui. Nos esprits ne peuvent tout simplement pas concevoir la violence, elle nous est étrangère. » Reed resta un instant sans voix, les yeux fixés sur la délégation Kari,
tentant de saisir l'ampleur de cette différence fondamentale. Puis il se tourna vers une humaine, plus petite, la chevelure sombre tirée en arrière, qui observait attentivement les relevés sur sa tablette. « Dr Mills » demanda-t-il. Elle hocha la tête, lançant un regard perçant vers les représentants Carrie. « Leur biologie est végétale », confirma-t-elle. Ils ne sont pas en compétition pour les ressources. Leur évolution n'a jamais sélectionné la lutte pour la survie, ni la prédation. Ce sont des êtres de coopération pure. Reed reporta son attention sur Nera, son ton se faisant plus doux, presque didactique. Ambassadrice, les humains viennent d'un monde de la mort. Tout, chez nous, essaie de nous tuer. Nous avons dû apprendre à lutter pour survivre. Les yeux de Nera s'écarquillèrent, la stupeur traversant son visage de fleurs. « Votre propre monde cherche à vous détruire ?» demanda-t-elle, la voix brisée entre fascination et horreur. Reed esquissa un sourire triste. Tempête, prédateurs, maladie, catastrophes naturelles. La survie sur Terre exige que chacun protège l'autre. Nous avons appris à faire front ensemble. Et lorsqu'un tyran comme les Vortans menace des innocents, nous nous dressons pour défendre ceux qui ne le peuvent pas. Vera, la plus jeune du conseil, murmura, incrédule. « Vous risqueriez vos vies pour des étrangers ?» Tam, le regard grave, traduisit la pensée collective. « Vous mettez votre existence en péril, pour nous ?» Reed inclina la tête, sa voix résonnant d'une conviction profonde. « Chez nous, si vous ne défendez pas les faibles, vous n'êtes pas digne d'être appelé humain. » Un léger silence suivit, chargé d'émotions contradictoires. L'émerveillement, la peur, la gratitude. Puis, un signal strident retentit sur la passerelle du Valkyrie, immédiatement relayé dans la salle du conseil. Les membres Carrie se tendirent nerveux, tandis que l'écran affichait les déplacements de la flotte Vortan. Leurs vaisseaux massifs s'organisaient, préparant leur assaut. Reed se redressa, ses traits se durcirent. « Ambassadrice, nous devons prendre nos positions de défense. Nous ne sommes pas ici pour conquérir, mais pour vous aider à rester libre. » Nera sentit monter en elle une vague d'émotions contradictoires. L'espoir, la peur, la gratitude, l'incompréhension. Elle fixa Reed, cherchant la vérité derrière ses yeux étrangers. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Qui gagnez-vous » Reed croisa son regard, une étincelle d'humanité pure brillant dans ses pupilles. « Parce que c'est juste, parce que quelqu'un doit le faire. » Sur ces mots, l'image du Valkyrie s'altéra brièvement, la lueur rougeoyant sur les visages déterminés de l'équipage humain. Autour de la table du conseil, le silence était désormais peuplé d'un souffle nouveau. La présence de ces étrangers, venus d'un monde de violence et de courage, apportait la promesse d'un avenir encore indéchiffrable. Au-dehors, les ombres Vortans s'épaississaient à l'horizon, prêtes à déferler. Mais dans le cœur de Loomis Prime, pour la première fois, la peur laissait place à une anticipation fébrile. Car, au-delà de la menace, venait de s'ouvrir la possibilité d'une résistance, d'un espoir, d'une alliance que nul n'aurait jamais osé imaginer. Dans la lumière vacillante du Conseil, la prochaine décision allait sceller le sort de deux mondes. Le pont du Valkyrie baignait dans une lumière rouge tamisée. Chaque poste de contrôle animé par des écrans saturés de données. Lieutenant Torres, jeune officier à l'esprit vif, dirigeait l'équipe de reconnaissance depuis le poste avancé. Les images qu'elle renvoyait s'affichaient en direct sur l'écran principal. Le vaisseau amiral Vortan dominait l'espace, une forteresse colossale hérissée d'armes, avançant au cœur d'une formation compacte, presque arrogante. Il se déplace comme s'il n'attendait aucune résistance, signala Torres, sur la fréquence radio, sa voix tendue mais professionnelle. Le capitaine Reed, debout devant la table tactique, scrutait les schémas de vol, les trajectoires, les failles potentielles. Il esquissa un sourire froid. « Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des tyrans, » répondit-il. Ils n'ont jamais rencontré de véritable opposition. Le commandant Black, responsable tactique, fit glisser ses doigts sur la console, affichant les caractéristiques des vaisseaux adverses. « Leur technologie est puissante, » admit-elle, « mais leurs appareils sont lents et manquent de souplesse. »
Leur confiance les aveugle. Reed prit une décision rapide, son ton soudain tranchant comme une lame. Formation de combat. Alpha Sept. Montrons-leur ce qu'est l'inattendu. Les ordres circulèrent avec une efficacité militaire. Les 12 vaisseaux terrans, minuscules face à l'armada Vortan, se déplacèrent avec une précision chirurgicale, se fondant entre les astéroïdes qui dérivaient entre Loomis Prime et l'envahisseur. Chaque coque reflétait les éclats pâles des roches, les équipages retenant leur souffle. Le rapport de force semblait désespéré, mais aucun terran ne vacilla. De l'autre côté du champ d'astéroïdes, la passerelle du vaisseau amiral Vortan baignait dans une lumière blafarde, écho métallique des échos de guerre. Commandé Vex observait les mouvements des terrans, un rictus amusé tordant ses lèvres. Les vaisseaux inconnus se cachent derrière des cailloux, ricana-t-il à ses officiers. Ouvrez un canal. Sur l'écran du vaisseau Vortan, l'image du capitaine Reed apparut, calme, impassible, défiant la fatalité du nombre. Vous vous interposez dans notre conquête, lança Vex d'une voix pleine de mépris. Retirez-vous ou soyez détruits. Reed ne scia pas. Il répondit avec une froideur maîtrisée, chaque mot pesé comme une menace. Vous avez 30 secondes pour vous retirer. Ou bien vous apprendrez pourquoi les humains ne sont pas une proie facile. Un murmure d'incrédulité parcourut le pont Vortan. Vex, déconcerté, fronça les sourcils. Vous êtes dépassé en nombre, 25 contre 1. Vous êtes fou, humain. Reed esquissa un sourire carnassier, révélant un éclat de dents blanches. Avez-vous déjà combattu une espèce d'un monde de la mort? Vex hésita, déstabilisé par la tournure de la conversation. Qu'est-ce qu'un monde de la mort? Le sourire de Reed s'élargit, froid comme la nuit interstellaire. Un endroit où tout essaie de vous tuer, où la chose la plus dangereuse, c'est celle que vous sous-estimez. La liaison se coupa net. Un silence tendu s'abattit sur la passerelle Vortan, tous les regards braqués sur Vex. Son masque d'assurance se fissura, la colère et l'incertitude luttant dans ses yeux reptiliens. Vex frappa la console d'un geste sec. « Préparez l'assaut !» hurla-t-il. « Qu'ils apprennent la vraie signification de la peur. » Au dehors, les vaisseaux terrans s'alignaient dans l'ombre des astéroïdes, prêts à défier l'inévitable. Le destin de deux mondes se jouait à la frontière du vide, où la confiance aveugle croisait le courage du désespoir. Au cœur du silence spatial, une étincelle nouvelle venait d'être allumée, attendant le choc qui révélerait sa véritable nature. Dans le vide intersidéral, la flotte Vortan avançait telle une vague d'acier, imposante et invincible. 300 vaisseaux parfaitement alignés, boucliers déployés, canons prêts à réduire Loomis Prime en poussière. Les instruments de bord du vaisseau amiral affichaient la progression. Chaque signal terran surveillé, chaque astéroïde scruté. À la passerelle, Commander Vex affichait une confiance glacée, persuadé que rien ne pouvait entraver sa domination. Soudain, les capteurs Vortan se brouillèrent. Les 12 signatures stéranes disparurent, avalées par le chaos du champ d'astéroïdes. « Où sont-ils passés ?» gronda Vex, la mâchoire crispée, frappant du poing la console de commandement. Les officiers Vortan pianotèrent fébrilement sur les écrans, mais aucun signal, aucune silhouette n'apparaissait. Puis, sans avertissement, un déluge s'abattit du haut de l'amas rocheux. Des projectiles cinétiques, propulsés à une vitesse inimaginable, traversèrent les coques Vortan comme du verre. Les boucliers énergétiques, optimisés contre les faisceaux et les torpilles, s'avérèrent inutiles face à la violence pure de la matière projetée. « Impact sur les flancs !» s'écria l'officier armement. « Ils utilisent les astéroïdes pour masquer leur approche. » Le chaos éclata. Les vaisseaux terrans, minuscules mais agiles, jaillissaient entre les débris, surgissant là où on les attendait le moins. Un croiseur Vortan explosa, éventré par une pluie d'acier. Un autre fut paralysé. Ses moteurs réduisent au silence. Les terrans frappaient puis disparaissaient, utilisant l'environnement comme une armure vivante. Dans les corridors des vaisseaux Vortan, la panique s'empara de l'équipage. Les alarmes hurlèrent, les lumières vacillaient.
Puis, d'un coup, les cloisons cédèrent sous l'effet d'explosifs savamment placés. Des silhouettes humaines jaillirent dans la fumée. Armure sombre, gestes précis, visages masqués par des casques réfléchissants. Ils étaient plus petits, plus rapides, plus sauvages. Les Vortans, massifs et lents, se retrouvèrent submergés par cette fureur inattendue. Les soldats se terrant progressaient sans relâche, investissant les passerelles, sabotant les systèmes, neutralisant chaque résistance avec une efficacité glaçante. Les Vortins, habitués à terrifier, étaient désormais la proie. Sur la passerelle du Valkyrie, Reed suivait la bataille sur l'affichage tactique, le visage impassible, mais les yeux brûlants de concentration. « Ciblez les capteurs du vaisseau de commandement », ordonna-t-il. « Rends les aveugles, puis frappez. » La meute terrane réagit d'un seul mouvement, comme un organisme unique. Des salves coordonnées brouillèrent les radars Vortans, aveuglant leur commandement. Dans la confusion, les Terrans frappèrent au cœur, exploitant chaque faille, chaque hésitation. À bord du vaisseau amiral, Vex assistait, impuissant, au spectacle de sa légende brisée. Des explosions secouaient la coque, les rapports affluaient, tous désastreux. Les écrans montraient des escouades humaines progressant dans les coursives, méthodiques et implacables. « Replie !» hurla Vex, sa voix tordue par la rage et la peur. Tous les vaisseaux, retraite immédiate. Mais il était trop tard. Les Terrans, tels des prédateurs, poursuivaient chaque vaisseau en fuite, abattant les retardataires sans pitié. La formation Vortane éclata, chaque unité cherchant désespérément à échapper à la traque. Les survivants disparurent dans l'ombre, laissant derrière eux des débris, des flammes et l'écho d'un mythe brisé. Dans la salle du conseil de Loomis Prime, Nera et les siens suivaient la bataille, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'incompréhension. Les images défilaient, terribles et magnifiques. La destruction méthodique, l'audace insensée, la solidarité implacable des humains. Vera, la voix tremblante, murmura, presque à elle-même. Comment font-ils cela? Nera, le souffle suspendu, observait la danse mortelle sur les écrans. Elle comprenait maintenant ce que signifiait ce mot que Reed avait employé, survivant. « Ils combattent en survivant », répondit-elle d'une voix empreinte de respect et de crainte. La galaxie découvre ce que cela signifie. Le silence régna un instant, lourd de sens. Au dehors, les débris flottaient dans la lumière froide des étoiles, témoins muets d'une ère nouvelle. Mais dans la salle, au cœur de la cité de cristal, tous savaient qu'ils venaient d'assister à un bouleversement. Une force insoupçonnée s'était révélée, et rien, désormais, ne serait plus comme avant. La forêt de cristal brillait sous la lumière diffuse du matin, chaque colonne translucide projetant des arcs-en-ciel mouvant sur le sol. L'air vibrait d'une tension nouvelle. Au loin, le grondement des moteurs Vortans brisa la paix surnaturelle du lieu. Des transporteurs massifs éventrèrent le ciel, s'écrasant entre les arbres cristallins. Les rampes s'abaissèrent avec un fracas métallique, libérant des soldats Vortans en armure lourde, leurs silhouettes massives faisant ployer la mousse iridescente sous leurs pas. Dans l'ombre des piliers étincelants, une escouade de Terrans attendait, invisible. Major Cross, visage peint de camouflage minéral, scrutait l'ennemi à travers la visière de son casque. Sa voix basse grésilla dans la radio interne. « Protégez les civils », souffla-t-il. « Wolfpack 2, prenez le flanc droit. Restez silencieux. » Un peu plus loin, Private Williams, allongé dans la mousse, observait les Vortans avec un calme prédateur. « Ils font un vacarme du diable », chuchota-t-il dans son micro. « Des cibles faciles. » Les 12 humains se déplacèrent comme des ombres, se fondant dans les reflets et les fractales de la forêt. Ils installèrent des charges, marquèrent les arbres pour guider leurs tirs, patientant alors que la colonne Vortane s'enfonçait, sûre d'elle, dans le piège. 3 heures plus tôt, dans la salle du conseil, la tension était à son comble. Major Cross se tenait droit, son uniforme marqué de cicatrices, face à des conseillers terrifiés.
Les Vortins ne font pas de prisonniers, expliqua-t-il sans détour. Quiconque est capturé sera réduit en esclavage. Le visage de Tam se crispa, ses pétales frémissant de terreur. Nous ne pouvons pas combattre. Même penser à blesser autrui nous est impossible. Cross hocha la tête, compréhensif mais ferme. Laissez-nous le combat. Dites-nous simplement où vos gens se cachent. Protégez-les comme vous le pouvez. Nous ferons le reste. L'accord fut silencieux, chargé d'impuissance et d'espoir. De retour dans la forêt, la tension monta encore d'un cran. Les Vortins progressaient à découvert, convaincus de leur supériorité. Ils fouillaient les fourrés, fracassaient les buissons de quartz, braillaient des ordres gutturaux. Aucun ne remarqua les yeux qui les suivaient, les mains qui ajustaient silencieusement les gâchettes. Cross donna le signal. En une fraction de seconde, la fureur humaine se déchaîna. Les premières explosions arrachèrent les blindages, projetant des éclats de lumière et de chair. Les terrans surgissaient de nulle part, frappant, puis disparaissaient derrière les colonnes cristallines, insaisissables. Sergeant Blake et Corporal Stone glissaient d'un abri à l'autre, deux spectres mortels. Blake tira 2 coups, abattant un Vorton d'une balle précise à la jonction de l'armure. Stone lança une grenade à impulsion sous un transporteur, le renversant dans une gerbe d'étincelles violettes. La panique gagna les rangs Vortans. Leur puissance, conçue pour l'intimidation et la destruction frontale, se révélait impuissante face à l'invisibilité et la mobilité terrane. Les ordres se perdirent dans le fracas, chaque escouade croyant être attaquée par une armée entière. Un soldat Vortan, les yeux écarquillés, se jeta derrière un tronc de cristal. « Ils sont partout. Combien sont-ils » hurla-t-il, sa voix résonnant d'une terreur inédite. Mais ils n'étaient que 12. 12 humains contre 40 géants d'acier. Et pourtant, chaque minute voyait la marée tourner, la force brute broyée par la patience, l'entraide et la ruse. Les terrans tiraient une partie de chaque reflet, de chaque sursaut de lumière, utilisant la forêt comme une extension de leur volonté. Williams rampa derrière une colonne, ajusta son viseur thermique et tira. Un autre Vortan s'effondra, désorienté avant même d'avoir vu l'ennemi. Blake, de sa voix rauque, chuchota dans la radio. « Stone, sur ta gauche, ils essaient de contourner. »« Je les attends », répondit Stone, déjà en mouvement. La confusion grandissait. Les Vortans, persuadés d'être les maîtres de la violence, découvraient en la terreur du prédateur invisible. Les humains, eux, travaillaient en silence, chaque geste calculé, chaque mètre de terrain gagné sans jamais révéler leur nombre ou leur position. Plus loin, Cross repéra un groupe de civils Kari, blottis sous une voûte de quartz. Il fit signe à 2 de ses soldats. Sécurisez-les et évacuez discrètement. Pas de bruit. Les Kari, les yeux écarquillés par la peur et l'incompréhension, se laissèrent guider, découvrant chez ces étrangers une force et une froideur qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. L'affrontement atteignit son paroxysme. Les Vortans, encerclés, isolés par petits groupes, tombaient que les uns après les autres, incapables de s'adapter. Un à un, les géants s'effondraient, terrassés par une stratégie qui privilégiait l'intelligence à la force. En moins d'une heure, la terreur s'empara définitivement des derniers survivants Vortans. Certains tentèrent de fuir, d'autres se rendirent, brisés par l'idée qu'ils n'étaient plus les prédateurs mais la proie. Blake rassembla son escouade, le visage couvert de poussière de cristal. « Statue » demanda-t-il. Williams répondit, un sourire discret dans la voix. « Terrain sécurisé. Civils indemnes. Les Vortans battent en retraite. » Au sommet d'une colonne, Cross observa la scène, son regard croisant celui d'un jeune Kari qui venait d'être sauvé. Il ne dit rien, mais un respect muet s'installa, fragile et nouveau. La forêt de cristal, témoin de la brutalité et du courage, retrouvait peu à peu son silence étrange. Mais dans l'écho de la bataille, chacun sentait que la guerre n'était pas terminée, seulement transformée, et que désormais, les survivants avaient un visage humain. Dans la lumière trouble d'une clairière, le calme de la forêt de cristal n'était brisé que par les gémissements étouffés des blessés.
Des éclats de quartz jonchèrent le sol, mêlés au sang et à la poussière. Un petit groupe de civils Kari s'activait autour de deux humains au sol, pansant leurs plaies avec une douceur infinie. Nera, agenouillé, soutenait la tête d'un soldat terran, murmurant des paroles apaisantes, tandis que ses bras floraux s'appliquaient à refermer une blessure. Soudain, des branches de cristal volèrent en éclats. Un géant Vortin émergea de l'ombre, l'armure cabossée, le visage strié de sueur et de fureur. Général Krex, leader de l'invasion, avançait d'un pas lourd, son arme pointée sur la scène. « Soldats humains, montrez-vous, ou ces civils meurent !» rugit-il, la voix éraillée par la rage et la défaite. Personne ne bougea. Les Kari, loin de reculer, continuèrent à soigner les blessés. L'un d'eux appliqua un baume translucide sur une brûlure. Un autre chanta doucement pour calmer la douleur d'un humain inconscient. Nera releva la tête, son regard d'un violet profond croisant celui du général. « S'il vous plaît, laissez-moi l'aider, » dit-elle simplement, tenant toujours le soldat contre elle. Krex raffermit sa prise sur son arme, incrédule. « Vous aidez vos protecteurs? Ces prédateurs qui tuent sans pitié ?» Nera secoua la tête, sans peur, sa voix douce mais ferme. « Ils se battent pour nous protéger. Comment pourrions-nous ne pas les aider après ce qu'ils ont fait ?» Les mots résonnèrent étrangement dans la clairière, mêlant gratitude, incompréhension et une forme de défi silencieux. Krex gronda, le canon de son arme vibrant d'une énergie mortelle. Il s'apprêta à presser la détente, les muscles tendus, lorsqu'un cliquetis sec retentit derrière lui. Une pression froide s'appliqua contre la nuque du général. Major Cross venait de sortir de l'ombre, son arme collée au point vulnérable de l'armure Vortan. Sa voix, calme et sans appel, coupa court à toute hésitation. « Je ne ferai pas ça à votre place. » En un instant, d'autres humains émergèrent du cristal, fusils levés, encerclant la scène. Leurs visages étaient fatigués, marqués par la bataille, mais leurs gestes ne tremblaient pas. L'instant tenait de l'éternité, la force brute, enfin contenue, cernée par la volonté et la solidarité. Cross appuya légèrement, assez pour que Krex comprenne la menace. « Vous voulez savoir ce qu'un monde de la mort apprend à ceux qui y survivent, » murmura-t-il. « Que la créature la plus dangereuse n'est pas toujours la plus grande. Parfois, c'est celle qui protège ce qui lui est si cher. » Le silence s'abattit. Krex, réalisant qu'il n'avait nulle issue, abaissa lentement son arme. Son regard, dur et perdu, chercha celui du major. « Pourquoi vous aime-t-il » lâcha-t-il d'une voix rauque. « Ils devraient vous craindre, pas risquer leur vie pour vous. » Cross désigna Nera, toujours penché sur le soldat blessé. Ses gestes imprégnés d'une compassion inébranlable, parce qu'ils savent faire la différence entre un prédateur et un protecteur. Krex, cerné, laissa tomber son arme. Autour de lui, les humains se détendirent, mais restèrent au vigilant. Les derniers Vortans furent capturés sans violence, désarmés, privés de leur arrogance. Dans la lumière apaisée de la clairière, les Kari poursuivirent leur tâche. Ils soignaient les humains, avec la même dévotion que la leur chant se mêlant au souffle du vent. Nera caressa le front du soldat, un sourire discret au coin des lèvres, alors que d'autres blessés recevaient baume et réconfort. Au cœur de la forêt, la guerre semblait soudain loin. Mais dans chaque regard échangé, dans chaque geste de soin, une vérité nouvelle s'ancrait. Il existait des liens plus forts que la peur et la force. Le cycle de la violence venait de se briser, au profit d'une alliance forgée dans le sang, la douleur et la confiance. Dans la grande salle du Conseil galactique, une clarté solennelle baignait les gradins en amphithéâtre. 300 délégations, issues des coins les plus reculés de la galaxie, observaient en silence les holos suspendus au-dessus de la tribune. Les images tournaient en boucle. Des vaisseaux calcinés dérivant dans le vide, des prisonniers Vortans désarmés, mais traités avec une dignité inattendue, des Kari aux gestes doux, soignant les humains blessés. Le choc était palpable,
la curiosité mêlée de crainte et d'admiration. Au centre, le chancelier Co, silhouette élancée aux multiples yeux translucides, fit résonner sa voix dans le silence. « Ambassadrice Nera, veuillez nous expliquer. » Nera se leva, droite et calme, malgré le poids de tous ses regards. Sa présence irradiait une autorité tranquille, forgée par la douleur et la renaissance. « Il y a 7 jours, dit-elle, nous faisions face à l'anéantissement. Nous avons envoyé un appel à l'aide. Les humains ont répondu. Les holos changèrent, des vaisseaux terrans, massifs, dépourvus d'élégance, défilaient à l'écran. Leurs lignes dures contrastaient violemment avec la grâce des autres flottes. Leur étrangeté fascinait. Ils viennent de mondes de la mort, poursuivit Nera. Nous pensions de tels lieux inhabitables. Nous avions tort. La parole passa à une humaine, la docteur Kim. Sa voix était posée, son regard franc. La Terre est un monde de la mort de classe 12, expliqua-t-elle. Tempête, prédateurs, catastrophe. Nous n'avons survécu qu'en apprenant à coopérer. Les holos projetèrent alors des images d'ouragans balayant des villes, de créatures monstrueuses, de volcans en éruption, puis, progressivement, de cités humaines grouillant de vie, d'enfants riant, de familles partageant leurs repas. Eldermoss, représentant d'une espèce sylvestre, prit la parole, sa voix résonnant d'un respect ancien. Ils protègent tous ceux qu'ils considèrent comme membres de leur meute. Nera hocha la tête, sa voix vibrante d'une émotion contenue. Ils nous ont adoptés. Ils se sont battus pour nous comme pour les leurs. Le capitaine Reed s'avança à son tour, son uniforme sombre tranchant dans la lumière des projecteurs. Les forts doivent protéger les faibles, déclara-t-il. Sinon, la force n'a aucun sens. Administrateur Quill, une créature aux tentacules dorés, s'inclina vers Reed, sceptique. « Qui gagnez-vous, humain ?» Reed répondit sans hésiter, un sourire serein sur les lèvres. « Le savoir, l'amitié, la beauté. Que pourrions-nous désirer de plus ?» Marshal Drex, dont la voix portait l'autorité des mondes frontières, s'interposa. « Et les prisonniers, Vortan ?» « Ils sont en sécurité, » assura Reed. « Nous négocions la paix, pas la vengeance. » Dans les gradins, un frémissement courut. La défaite des Vortans, jadis invincibles, ébranlait l'ordre établi. Plusieurs empires connus pour leur agressivité échangeaient des regards lourds d'inquiétude. Nera reprit, sa voix portant loin. La galaxie vient d'apprendre une leçon nouvelle. Certains répondront à l'appel au secours, combattront pour les sans-défense et feront preuve de clémence même envers leurs ennemis. Dr Kim ajouta, les yeux brillants. Nous avons reçu 43 appels de détresse cette semaine. Chancelier Sitch, dont les appendices frémissaient d'émotion, fixa Reed. Et vous comptez tous les honorer ? Reed acquiesça, grave. Tous ceux que nous pourrons atteindre. Zephyr, une silhouette translucide, glissa depuis les ombres. Pourquoi ? Reed le regarda droit dans les yeux, sa voix empreinte d'une conviction inébranlable. Parce que la paix n'est pas un acquis. C'est quelque chose qu'il faut créer. Si les êtres de bonne volonté ne s'opposent pas aux tyrans, alors ce sont les tyrans qui gagnent. Un silence chargé suivit ces mots, chaque représentant mesurant la portée de ce nouvel équilibre. Le Conseil tout entier sentait que la galaxie venait de changer de trajectoire et qu'une nouvelle ère de courage et de solidarité venait de commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis que les cieux de Lumi Prime avaient tremblé sous la fureur de la guerre. Ce soir-là, alors que le soleil couchant jetait ses lueurs vermeilles sur la cité de cristal, Nera et le capitaine Reed se tenaient côte à côte devant la vaste baie vitrée de la salle du Conseil. Leurs regards embrassaient la ville, où la vie nouvelle s'épanouissait. Dans le ciel, des patrouilles humaines sillonnaient l'atmosphère, leurs vaisseaux métalliques glissant parmi les élégantes embarcations Kalari. Sur les esplanades miroitantes, des enfants humains et Kari couraient ensemble, riant, inventant des jeux qui mêlaient tradition terrestre et danse végétale. Les jardins de cristal étaient animés d'un éclat inouï, chaque fleur vivante vibrant au rythme d'une paix inattendue. Reed brisa le silence, sa voix posée pleine d'admiration. Les jardins de cristal n'ont jamais été aussi beaux. Nera, le visage éclairé par la lumière déclinante,
acquiesça doucement. « Votre peuple protège la beauté, répondit-elle. Le nôtre la crée. Ensemble, nous sommes plus forts. » Ils restèrent là, à observer la transformation du monde. Sur les bancs de quartz, des enfants humains s'initiaient à l'harmonie des chants Kari, leur voix maladroite mais enthousiaste se mêlant aux accords anciens. À quelques pas, de jeunes Kari tentaient des jeux de ballon terriens, découvrant dans l'effort et le contact une force nouvelle, douce et joyeuse. Reed suivit la scène du regard, son sourire sincère. « Regarde comme leur culture se mélange, murmura-t-il. Les enfants humains apprennent la paix intérieure, la patience. » Les enfants Kari découvrent la force, non pas pour détruire, mais pour soutenir et protéger. Nera observa longtemps ce spectacle, le cœur empli d'une gratitude mêlée d'espoir. Puis, elle posa la question qui hantait tous les survivants d'une guerre. « Que se passera-t-il lorsque la galaxie connaîtra la paix ?» demanda-t-elle à voix basse. Reed se tourna vers elle, son regard brillant d'une confiance tranquille. « Alors, répondit-il en souriant, nous aiderons d'autres mondes d'une autre façon. Nous explorerons, nous apprendrons, nous créerons de la beauté ensemble. Et si une nouvelle menace surgit, quelqu'un répondra à l'appel, toujours. » Dehors, les 3 soleils s'alignaient lentement vers l'horizon, peignant la cité d'or, de cuivre et de rose. Les coques métalliques des vaisseaux terrans brillaient auprès des flèches cristallines, signe tangible d'un avenir commun. Les vieilles peurs s'estompaient, remplacées par la promesse d'une ère nouvelle. L'âge de la conquête s'effaçait dans la lumière du crépuscule, cédant la place à l'âge de la protection. Alors que le silence retombait et que la nuit s'annonçait, une voix s'éleva, profonde et unie, Nera et Reed, ensemble dans la pensée et la parole. Les forts doivent protéger les faibles, sinon la force n'a aucun sens.